Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette table ronde proposée par l'Association internationale des libraires francophones et que nous avons intitulée « Regard croisé sur le monde, les sciences humaines et sociales au prisme des librairies francophones ». Cette table ronde s'inscrit dans un projet plus large, un cycle de 3 ans, consacré donc aux sciences humaines au sein de l'association, et s'appuie sur un catalogue qui est donc en train de circuler. Quelques mots rapides, on en parlera un peu plus en détail. Ce n'est pas tout à fait la version définitive, on aurait adoré vous le présenter comme ça, mais les choses étant ce qu'elles sont, il a pris un tout petit peu de retard. Donc, disons que c'est une version de travail, mais ça vous donne une idée. Il y a quelques coquilles qui seront bien évidemment corrigées, ce sera une version un peu plus aboutie, mais l'idée générale c'est ça, et sachez que d'ores et déjà il est visible en ligne sur la page, le site internet de l'association, et également repris sur les réseaux sociaux et dans la newsletter, et que la version papier sera rapidement disponible. Voilà, et on va en parler ensuite de son contenu, mais ça c'était pour les détails techniques, mais vous pouvez vous faire une idée. Et puis on fait circuler également derrière nous quelques images, parce qu'il y a eu un beau travail également de notre graphiste qu'on remercie aussi, et comme ça vous permet de vous faire une idée de l'objet qu'on a souhaité créer. Donc, un projet de 3 ans dont on parlera un petit peu plus longuement, mais qui a compté un webinaire il y a quelques mois, ce catalogue et cette présentation-là qui en est le prolongement, et puis des ateliers un peu plus techniques, plus destinés vraiment pour la formation qui aura lieu au printemps prochain. Donc aujourd'hui, ils sont présents pour parler de ce catalogue. On va faire ça par ordre alphabétique. À ma droite, Étienne Haney, directeur d'études à l'EHESS et entre autres directeur des éditions de l'EHESS, au sein desquels il a dirigé un volume qui nous a été fort utile pour préparer non seulement notre catalogue et nos travaux en général, et qui est la raison pour laquelle on a pas fait l'inviter, qui s'appelle l'édition en sciences humaines et sociales, enjeux et défis. Et il nous a également fait l'amitié de préfacer la sélection du catalogue dont on va parler aujourd'hui. Nous avons ensuite, tout au bout de la table, Breno Aouila Santos, qui a été libraire au sein du réseau de librairie Travessa au Brésil et travaille actuellement comme chargé des partenariats chez Open Edition. Nous avons ensuite à sa gauche Mathieu Fabre, qui est libraire en charge, entre autres, des sciences humaines à la librairie Kiralina à Bucarest. Et pour finir, Philippe Goff, fondateur de la librairie Graffiti à Waterloo, membre fondateur de la ILF et par ailleurs initiateur, on va dire, de ce grand cycle de sciences humaines dont on va parler. Donc il va évidemment présenter le catalogue. Pour vous le décrire dans les grandes lignes, il regroupe la plupart des contributeurs de notre webinaire, plus 1 ou 2 ajouts. Et l'idée était de demander à chacun de nos intervenants, éditeurs, éditrices, libraires des 4 coins du globe et de la francophonie, de présenter quelques livres, 6 en général, parmi les plus importants pour eux, les plus représentatifs de leur rayon de sciences humaines, et qu'est-ce que les sciences humaines pour eux, dans tous les sens que ça peut recouvrir, sachant qu'on avait un petit angle qui était les nouvelles narrations en sciences humaines, un terme qui se discute et que l'on discutera probablement, mais l'idée étant de dire qu'on allait s'intéresser à tous les formats un petit peu nouveaux et qui peuvent faire le lien soit vers des nouveaux publics, soit vers des nouvelles façons de consommer le livre et l'actualité de la vie des idées, et faire le lien également entre la vie universitaire et le grand public. Donc sous ce terme un peu générique, on a regroupé des choses comme les adaptations évidemment en bande dessinée, tout ce qui est non-fiction narrative, tous les petits formats, des livres plus d'intervention, la collection chez Gallimard, etc., tout ce qui est un peu nouveau, mais le catalogue ne se limite pas à ça, bien évidemment. Et au total, c'est donc une centaine de livres qui sont présentés par une dizaine de contributeurs et contributrices, donc éditeurs et libraires. Et je profite d'être là pour signaler que le catalogue et les choix qui sont faits dedans sont bien plus paritaires que cette table ronde, qui est quand même extrêmement masculine, mais c'est une somme de contraintes et de qui peut venir parler des livres. Voilà. Et donc, tous vont essayer de présenter un peu ce qu'ils ont proposé eux, et puis en quoi c'est évocateur d'un travail plus général au sein de l'association. Ça, c'est pour la présentation générale. Avant de laisser la parole à Philippe, qui va vous parler un petit peu de l'AILF en introduction, je voudrais remercier au nom de toute l'équipe les partenaires financiers de ce projet et de l'AILF, le Centre national du livre, l'Organisation internationale de la francophonie, la SOFIA, la Fondation Michalski et le Centre français pour la copie, qui soutiennent ce projet, et également évidemment remercier les Rendez-vous de l'Histoire qui ont accueilli avec bienveillance notre proposition, mes contributeurs et qui vont discuter avec nous, et les services techniques qui permettent la diffusion en direct de cette rencontre. Je salue aussi les gens qui nous suivent
qui nous suivent en direct. Et sachez pour terminer qu'on a prévu quelques minutes de questions à l'issue de nos échanges et que s'il y a des questions, peut-être, je sens un peu de doute, éventuellement. Je dirais que quelques minutes, ça ne serait peut-être pas assez. Oui, malheureusement, on va essayer de faire vite et je me tais du coup. Et je prendrai également les questions éventuellement dans le cas échéant. Donc pour commencer, Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ton idée de ce projet qu'on mène en ce moment et puis nous présenter rapidement les travaux de l'AILF? Voilà, donc l'AILF, c'est une association qui a été créée en 2002 suite à une rencontre à Beyrouth d'une quarantaine de librairies francophones réparties dans le monde entier. Nous représentons aujourd'hui une centaine de librairies. Je dis bien de librairies francophones dans le monde. Il y a donc très très peu de libraires français ou de libraires francophones du Nord. Nous avons, je dirais, nos troupes sont principalement situées en Afrique subsaharienne, dans le monde arabe, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique latine et dans l'océan Indien. Donc, une centaine de librairies. Alors, notre idée, évidemment, donc, quand on travaille dans un environnement aussi international et aussi diversifié, c'est que notre pensée, notre regard doit inévitablement se décentrer. Et la question qu'on s'est posée, justement, c'est celle-là, dans ce cycle de sciences humaines, c'est comment décentrer notre regard et comment aller voir ce qui se fait ailleurs que uniquement sortir un peu du prisme franco-français, si vous voulez, dans les sciences humaines. Alors, ce cycle que Jérémy a présenté, ça sert dans des démarches très importantes que mène l'AILF. L'AILF mène une vie d'association normale, de formation, d'accompagnement de ses membres, etc. Mais elle a également d'autres ambitions et nous avons lancé pas mal d'opérations, je vais les citer très rapidement. On a lancé par exemple en 2004, donc c'est la 20e année cette année-ci, ce qu'on appelle la caravane du livre en Afrique, caravane du livre et de la lecture, où on incite les libraires à sortir de leur librairie pour aller voir les populations, les bibliothèques, les écoles, etc. Quelque chose de très original. Pendant très longtemps, c'est la principale activité littéraire, si je puis dire, qui était faite en Afrique subsaharienne. On l'a étendue cette année-ci à l'océan Indien. Une autre opération d'envergure que nous avons menée, c'est l'Europe des librairies indépendantes, avec une subvention d'Europe créative. On a mené sur 3 ans également une enquête, ou des enquêtes quantitatives et qualitatives sur la librairie européenne francophone et avec l'ambition d'obtenir un jour un label de libraire, un peu la librairie indépendante, si vous voulez, au niveau européen. On a initié également d'autres cycles que celui de sciences humaines. On a fait ça sur la bande dessinée, sur le polar et sur la jeunesse, évidemment, qui est assez inépuisable. Voilà. Pour en revenir au cycle de sciences humaines ici, donc on est parti sur cette idée de décentrer notre regard sur les sciences humaines, mais en même temps, on insiste beaucoup, nous avons le sentiment, nous libraires, que nos librairies sont un peu un lieu de débat aujourd'hui. Il y a énormément de livres qui sortent, qui sont publiés, voilà, et nos librairies représentent, je pense, exactement, sont un miroir de ce qui se publie. Alors, la librairie, peut-être qu'Étienne en parlera tout à l'heure, mais l'édition universitaire stricte et pure et dure a un peu déserté le secteur de la librairie, on n'en trouve plus énormément. Par contre, tous les essais, tout ce qui bouillonne au niveau intellectuel apparaît en librairie d'une manière ou d'une autre. Il suffit d'aller dans une bonne librairie, vous verrez, et vous le savez, bien sûr, parce que vous êtes des amateurs de livres, la richesse qu'on y trouve. Et je pense que ça, c'est une des choses importantes. Je pense que le débat, c'est un éditeur de la Fabrique, une éditrice de la Fabrique qui disait ça récemment. C'est en librairie aujourd'hui qu'a lieu le débat, une partie du débat intellectuel. Pas qu'en librairie, bien entendu, mais elle insistait très fort sur l'importance des libraires pour ça. Donc c'est une pensée en mouvement, en fait, dont on est témoin quand on visite les librairies. Dernière chose, mais ça je ne vais pas m'étendre trop longtemps parce que Jérémy en a parlé, ce sont les nouvelles narrations qui apparaissent en librairie, c'est-à-dire que les sciences humaines apparaissent maintenant à travers des essais, ce qu'on appelle de la non-fiction narrative. Donc on prend un sujet qui n'est pas inventé, mais on le raconte, on l'écrit sous une forme fictionnelle, ce qui n'est pas réellement. Sur la bande dessinée également, hein, vous avez vu le roman graphique se développe très très fort et maintenant il y a énormément en tout cas de sujets qui sont évoqués de manière talentueuse à travers les romans graphiques. Voilà, je crois que j'en ai dit assez pour qu'on comprenne le contexte dans lequel on a travaillé. Très bien. Merci beaucoup Philippe. Donc,
Tu l'as redit, en gros, on va avoir deux axes principaux, plus peut-être un troisième. On va commencer par cette idée de lieu donc, de diffusion des idées, comme les librairies, dans les librairies francophones dans le monde entier, comme partout ailleurs, disons, avec cette idée qui est associée là du décentrement. Et je voudrais demander donc à Bredo, pour commencer, lui, on lui a demandé, comme à d'autres, un exercice un petit peu difficile, d'expliquer, de dire en quelques mots quel serait le panorama de la vie des idées et des sciences humaines dans la zone géographique dont il est issu, même s'il travaille maintenant en France. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas demander tout ce qui se passe en Amérique du Sud, ni même tout ce qui se passe dans le pays, mais voilà, tu nous as fait un petit topo. Donc, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quel serait, à ta connaissance, le paysage local et surtout quel lien avec les traductions pour le coup en français, comment ça se diffuse à travers les librairies dans lesquelles tu travailles? Ok, bon, bah, c'est exactement ça. Et Philippe a bien dit, les librairies, en fait, elle est l'endroit où on témoigne, en fait, les débats. On essaie de motiver les gens à venir, à faire des événements et débattre les idées qui circulent dans d'autres milieux plus intellectuels, plus fermés au milieu universitaire. Et donc, la librairie, en fait, c'est cet endroit où on peut en fait rendre plus comment je peux dire aller plus loin dans les débats. Et donc c'était très, très difficile de choix parce qu'il fallait limiter. On avait 6 livres à choisir et pour faire un panorama de l'Amérique latine. Avec 6 livres, c'est très compliqué. Mais bon, je pense qu'on a bien réussi, tous qui ont participé dans les catalogues, d'avoir quand même un petit aperçu de ce qui se passe dans la francophonie en tant que telle. Et donc, toutes les thématiques, je pense, actuelles, européennes aussi, sont un peu résonnent au Brésil aussi, comme c'est le cas des coloniales, comme c'est le féminisme. Les racismes aussi, bon, on a vu des rayonnements, des rayons qui ont été créés au long du temps par rapport aux thématiques vivantes qui émergent dans la société et qui intéressent au grand public. Et donc, les Libères, il fait ce travail aussi de rendre visible et de faire quand même circuler et de trouver une place, un espace pour ces discussions dans la librairie. Donc, ces thématiques-là, comme aussi l'Amazonie, l'écologie, la question des peuples autochtones du Brésil. Et nous, au Brésil, je parle au Brésil, parce que c'est mon cœur d'expérience, je connais mieux les mouvements. Et aussi, au Brésil, on fait une sorte aussi, c'est un mouvement qui a été conçu qui s'appelle le cannibalisme culturel, c'est-à-dire on regarde ce qui est produit en Europe et quand même on adapte aux connaissances, on adapte aux expériences locales brésiliennes, donc comme des peuples indigènes. Donc, on prend ces connaissances et on traduit et on absorbe dans nos expériences à nous, brésiliennes. Et il y a plusieurs auteurs brésiliens aussi qui font ce travail, qui sont aujourd'hui au Brésil, des discussions des thématiques européennes adaptées à nos questions géographiques. Donc, qui ne sont pas tout à fait comme Jérémy a bien dit, qui ne sont pas tout à fait traduits. Donc, pour ce qui est lié au livre francophone, en fait, on a quand même une difficulté de trouver des traductions françaises pour pas mal de choses très importantes, de thématiques, des auteurs qui circulent bien, qui sont très forts et qui on ne trouve pas écho dans d'autres langues. Donc ça, c'est aussi en franc pour en fait faire sorte que ce qui ont produit au Brésil, qui est plutôt original, que ça arrive en Europe. Donc, oui, mais juste pour les éditions universitaires, c'est encore plus niche.
parce que la production, elle est plus petite, plus restreinte. Et même en portugais, elle ne trouve pas assez nombreux d'endroits pour circuler. Et donc, c'est là où le large public, dans la librairie, où il y a un langage plus adapté et comment je peux dire, plus facile de circuler, qu'on trouve quand même que les idées et les savoirs pour quand même trouver un écho. Donc, et c'est à partir de la librairie, comme je disais avant, que ça se fait, hein, les débats, la discussion avec des événements et des invitations, des séances, etc. Et bon, je passe la parole à Jérémy. On va continuer à parler. On a un Airbnb pour discuter. Je voudrais Oui, oui, pour compléter ce que tu dis, c'est qu'il y a relativement peu de traductions qui arrivent, mais il y a une très grande richesse, je veux dire, de créativité dans la pensée sud-américaine, notamment au Brésil. Il y a un des livres que tu as conseillé, que je conseille aussi, donc il est très bien, parce que je l'ai lu, c'est Pensée décoloniale et une introduction aux théories critiques d'Amérique latine. Et que tu as acheté chez nous. Que j'ai acheté à Bucarest, Voilà. dans la librairie. Voilà, exactement, l'année dernière, quand j'ai visité ta librairie. Voilà, mais c'est une grande fraternité, la ILF. Et Breno, je l'ai rencontré à Rio, dans sa librairie. Voilà. Mais enfin, donc ce bouquin me semble très important pour décliner ce dont tu viens de parler. Et c'est bien fait au point qu'effectivement, c'était aussi une des idées du catalogue de réussir à voir qu'il peut y avoir des affinités d'un contributeur à l'autre, des livres qui éventuellement se répondent. On a vu, ils ont pris des maisons d'édition qui reprennent les titres qui contribuent des uns des autres, etc. Et c'est même bien fait, au point que le livre est édité chez Zone, qui est un éditeur qui met gratuitement à disposition une version texte de ces livres, ce qui correspond peut-être au troisième point qu'on va aborder. Donc en fait, ce livre-là contenait presque toutes nos thématiques. Voilà. Merci. Donc on peut y aller, quoi. Bon, Bruno, merci. Je précise juste, quand tu dis que tu as réussi, c'était difficile de choisir en 6 titres, de résumer quelque chose, etc. Je précise quand même, en vrai, tu en as donné 14. Et que c'est ah oui, je peux oublier. Vraiment qu'il y a une page bonus sur Bruno, parce qu'il a donné beaucoup plus. Il y en a mieux. Mathieu, on t'a assigné à toi la même tâche pour, pareil, une zone géographique qui n'a pas forcément de sens en soi, tu vas peut-être nous en parler, pour l'Europe centrale. En tout cas, nous, ce qui me semblait intéressant dans votre pratique à vous, c'est ce que tu disais sur le rôle du français dans un pays où il n'y a peut-être pas suffisamment de traduction, et le recours au français peut être fréquent, y compris chez les non francophones de naissance, pour accéder à certains textes. Oui, parce que nous, c'est un peu spécifique, c'est un peu différent de Breno, parce que comme si Philippe a pu acheter un livre en français chez nous, on fait que du français. On fait que du livre français importé de France, mais en Roumanie. Donc dans un pays qui n'a pas une francophonie qui est venue du colonialisme ou d'autres choses. C'est une francophonie qui a été choisie de fait, et qui remonte à un peu tradition de circulation des idées en français qu'il y avait dans tout l'espace de l'Europe orientale et centrale avant, mais qui s'est quand même bien perdu à beaucoup d'endroits, ce qui fait qu'on est là. Je pense que maintenant la Roumanie, c'est le pays de la zone qui est le plus francophone, en tout cas le plus francophile, ce qui nous permet d'être une grosse librairie quand même, et de proposer que du contenu en français et du contenu sciences humaines pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on a beaucoup de gens qui font du recours au français pour des choses différentes, mais là aujourd'hui on va parler vraiment de la science humaine et se diriger vers la question de Jérémy. Le point soulevé par Jérémy, c'est que le roumain étant une langue très minoritaire, qui est peu parlée en dehors de la Roumanie, il y a très peu de traduction en fait pas assez en tout cas de traduction en roumain. Il n'y a pas assez d'enjeux de traduire en roumain ou d'adapter pas mal d'œuvres comme ça, ce qui induit beaucoup de nos clients en fait à acheter en fait des livres de sciences humaines en français, donc des traductions en français ou des livres écrits directement en français, parce que c'est des références qui n'existent pas sur le marché roumain ou qui n'intéressent pas le marché roumain, en sachant que le marché du livre en Roumanie est assez spécifique parce qu'il est dominé par pas mal de monopoles qui sont des éditeurs qui ont aussi des librairies, donc ce qui réduit beaucoup la diversité d'idées et ce qui ramène encore une fois beaucoup de chercheurs roumains ou de personnes curieuses en Roumanie à chercher une diversité d'idées dans une langue qui en produit beaucoup, à savoir la langue française. Donc on a beaucoup de gens qui parlent
par exemple, très bien français, qui ont vécu en France et qui, par habitude, continuent à se tenir au courant. Donc, par exemple, avec des thématiques qui sont assez porteuses en France maintenant, féminisme, antiracisme, etc. Ou des personnes qui sont plus classiques et qui, dans le fond, par exemple, j'ai pas mal de vieux profs d'université qui, en fait, ne parlent pas le français, pardon, oralement, parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Ils l'ont appris à une époque où il n'y avait pas d'étrangers en Roumanie, donc ils ne l'ont jamais pratiqué. Mais ils le lisent très bien, ils se servent vraiment du français et de nos livres comme d'une langue de travail, tout simplement. Ils achètent des livres, ils les lisent, mais dans leur vie privée, ils ne parlent pas français. Et quand on vend des livres, on ne parle pas ensemble en français parce qu'ils ne sont pas à l'aise oralement. Donc on a vraiment un public très varié de gens qui se servent de ça. Ils se servent de nos livres et de notre librairie comme d'une ressource pour accéder à des idées qu'ils n'auraient jamais eues dans leur langue maternelle ou qui ne sont pas dans d'autres langues qu'ils lisent ou qu'ils parcourent habituellement, comme l'anglais, l'allemand ou le russe pour certains, on va dire. Donc voilà, on a vraiment un recours au français comme un accès alternatif à des choses qui n'existeraient pas en roumain. Ça, c'est le gros point de la librairie pour les sciences humaines, je dirais. Et tout en sachant que, encore une fois, je rappelle que le gros avantage d'une librairie française en Roumanie et de recours à la langue française, c'est qu'il n'y a pas on s'épargne, contrairement à beaucoup d'adhérents à l'AILF où le français est arrivé dans des circonstances qui ne sont pas toujours fâcheuses. Le fait que ça soit une langue de choix et une langue de transmission qui a vraiment été adoptée par les Roumains d'eux-mêmes et qui n'a pas été imposée, et qui, maintenant, si les Roumains continuent à lire en français, c'est un choix tout à fait propre à ce peuple-là et c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc ça fait aussi ça crée aussi des rapports quand même beaucoup plus apaisés à la francophonie et ça, voilà. Je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin pour ça. Je vais repasser la parole et on reparlera de tout ça après si ça vous intéresse. Merci Mathieu. Effectivement, oui, c'est vrai que c'est quelque chose, quand l'association regroupe à minima, si on devait faire 2 catégories, il y a quand même 2 grandes catégories de librairies francophones. Des librairies qui sont francophones dans des pays qui ne sont pas majoritairement d'expression francophone, pas du tout, et des librairies qui sont dans des pays, pour diverses raisons, d'expression francophone majoritaire. Et la question aussi de librairies qui se situent dans des aires culturelles, avec des traditions, on l'a dit un petit peu pour l'Amérique du Sud, avec des traditions intellectuelles différentes, avec aussi parfois le terme sciences humaines, qu'on n'a pas forcément décrypté là, mais qui peut recouvrir des choses assez différentes, et un rapport au français, évidemment, qui n'est pas le même. Du coup, évidemment, qu'on n'a pas pu être exhaustif avec le catalogue et présenter toutes les zones géographiques, etc. C'est des choix qui ont été faits, mais Philippe, qui connaît bien la plupart des adhérents et des librairies du réseau, qui en tout cas connaît bien les librairies de 2 zones qui sont présentes dans le catalogue, qui seraient l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est. On a eu 2 contributions. Est-ce que tu veux, de ton point de vue à toi, nous faire un petit panorama de comment les choses se passent là-bas et être un peu le relais des libraires de l'association dans ces zones? Oui, c'est un peu difficile d'être le relais de tout le monde. C'est vrai que je connais assez bien, en tout cas les librairies sur place. Et alors, je dirais ce que je vais dire va vraiment en contrepoint de ce que vous avez raconté, où le français n'a pas été une langue colonisatrice chez vous, alors qu'en Afrique, elle a été une langue du colonisateur, et en Asie du Sud-Est également. Vous êtes au courant, bien sûr. Alors nous avons en Asie, j'ai commencé par l'Asie, en Asie nous avons des librairies en Thaïlande, au Cambodge, à Taïwan, à Hong Kong, au Japon, et alors on a étendu la zone, je dirais, asiatique à l'Australie, où nous avons également des librairies francophones, avec des gens très actifs d'ailleurs là-bas sur place. Alors je les diviserai, si vous voulez, pour parler de l'Asie, en 2 points, en tout cas 2 axes. D'abord, les témoignages de libraires. Il y en a qui, évidemment, communiquent plus que d'autres. Il y a notamment les libraires au Cambodge et en Thaïlande qui sont présents dans le catalogue. C'est Olivier Jandel. Son intervention est assez claire. Il parle, si vous voulez, au niveau de la production intellectuelle et en sciences humaines, d'opérateurs étatiques. Donc, ce sont des universités et alors des centres d'études qui existent là-bas. Il y a quand même encore un centre d'études français, qui est l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est, qui dépend, je suppose, du ministère des Arts, enfin voilà, qui travaille en français. Pour le reste, évidemment, tous ces pays-là, maintenant, sont des pays où la langue française tend à disparaître.
J'ai oublié de mentionner le Vietnam, par exemple, dans les librairies. Il y a les librairies au Vietnam ont d'abord énormément de difficultés à importer des livres en français. Vous savez que pour chaque livre importé au Vietnam, il faut faire un résumé du livre pour le passer à la censure. Donc ça prend énormément de temps d'importer, ça met plusieurs mois. Mais un autre aspect par rapport aux études, je dirais, de type un peu traditionnel, c'est l'intérêt du public, essentiellement, dit-il, pour les traditions asiatiques, notamment la spiritualité, la sagesse orientale, etc. Ça, c'est un premier plan. Je dirais que c'est pas très innovant, si vous voulez. Par contre, ce qui est assez innovant, en tout cas pour nous, et qui rejoint cette idée de décentrement dont je parlais tout à l'heure, c'est l'irruption, même en traduction, d'intellectuels indiens, arabes, chinois, etc. Ou alors, s'ils n'interviennent pas directement dans le débat, il y a des personnes qui parlent en leur nom, si vous voulez, et qui parlent précisément de ça. En fait, c'est une réflexion critique sur l'espace conceptuel de la modernité. Ils se disent, au fond, nous vivons dans un monde qui était façonné énormément par l'Occident. Eux viennent d'autres cultures et disent comment peut-on remettre en cause cette pensée qui a été façonnée par des concepts, je dirais, européens ou américains. Enfin, voilà. Et donc, c'est, si vous voulez, l'irruption des théories sociales du Sud. Et notamment, dans le catalogue, vous aurez des mentions de plusieurs de ces livres, notamment des livres de Chakrabarty. Il y a un intellectuel français, vous connaissez peut-être Thomas Brisson, qui a, lui, introduit les pensées d'intellectuels chinois, arabes, etc., en tout cas qui les a traduits et qui a fait une introduction là-dessus. Il y a une chercheuse aussi australienne, Rewin Conwell, j'en parlerai tout à l'heure quand je parlerai des éditions Payot, qui a publié des choses très intéressantes dans des petits livres assez courts d'ailleurs, qui sont très intéressants. C'est donc cette réflexion-là sur la division, en fait, la division mondiale, je lis, hein, la division mondiale du travail dans la production du savoir. Savoir qui produit le savoir aujourd'hui. Avec un point que tu as mentionné dans ton texte, je trouvais qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ces intellectuels-là ont tous travaillé, je dirais, dans des universités anglo-saxonnes, et donc ont travaillé beaucoup ont été formés aux États-Unis, et ils sont... Voilà, ce sont des tels qui remettent en question, je dirais, les concepts de l'Occident, mais ils ont eux-mêmes été, je dirais, façonnés par ces concepts-là. Donc c'est une question universitaire qui me dépasse un petit peu, mais que je trouve intéressante. Voilà, ça c'est ce que je peux dire sur l'Asie, avec la grande difficulté, je le répète encore, de la langue française maintenant, qui tend à disparaître. Le Cambodge qui était, Olivier, notre ami là qui est au Cambodge, il le dit lui-même, finalement, c'est la langue anglaise qui arrive. Le Vietnam, c'est flagrant, vraiment flagrant. Toutes les librairies là-bas qui francophones deviennent petit à petit des librairies anglophones. Mais ça, c'est un système qu'on connaît, je dirais, de manière générale. Alors, ça, c'est pour l'Asie. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. J'essaierai d'y répondre. Pour parler de l'Afrique. Alors, l'Afrique, il y a les mêmes problématiques, si vous voulez, du relent de la colonisation, enfin des suites de la colonisation. Il suffit d'y voyager, d'ailleurs, et de rencontrer les intellectuels sur place pour le savoir. Dans le catalogue, on a les témoignages de deux personnes. Brahima Soro, qui est libraire à Abidjan, il est devenu éditeur depuis lors, mais en tout cas, il est le responsable des librairies de France à Abidjan. C'est une dizaine de librairies. C'est la principale librairie, en fait, en Côte d'Ivoire. Et qui est ce sont des librairies qui sont extrêmement bien achalandées en tous les domaines. Et je dirais c'est encore un des secteurs en Afrique où on trouve des livres universitaires purs et durs. Ce que vous ne voyez pas chez votre libraire local de quartier, vous les trouvez là-bas dans certaines librairies parce que, je dirais, leur vente principale, c'est pas le prix Goncourt et ce dont on parle ici dans la presse tous les matins, midi et soir, c'est plutôt des ouvrages qui servent à l'enseignement, qui servent à la formation. Donc vous avez deux secteurs, les secteurs universitaires purs et les secteurs, je dirais, universitaires
universitaires formatifs, principalement tournés vers l'économie, le marketing, etc. Donc ça, c'est une branche qu'on trouve, qu'on trouve énormément là-bas, avec, petite insiste comme ça, une très grande habileté des États-Unis qui proposent aux librairies francophones en Afrique des traductions en français. Des traductions, donc ils éditent eux-mêmes des traductions en français d'auteurs qui publient aux États-Unis, si vous voulez. Donc c'est une PD, c'est ce qu'on appelle le soft power. Et c'est assez redoutable d'ailleurs, c'est assez redoutable. Donc dans les livres qu'il présente, en dehors de l'édition universitaire, et la constante, si vous voulez, oui, je dois dire que la deuxième personne qui a parlé, qui a participé au catalogue, c'est Souleymane El-Boué, qui est éditeur au Sénégal, qui publie, il est nigérian d'origine, et donc il publie à la fois en anglais et en français. Et sa vision était extrêmement intéressante, parce qu'il a, si vous voulez, il fait appel à des intellectuels à la fois anglophones et à la fois francophones qu'il traduit en français également. Hein. Et tous les livres, si vous voulez, qui ont été présentés par ces libraires-là, c'est assez curieux, parlent d'économie en gros, mais beaucoup en rapport avec l'Occident. C'est-à-dire, il y a des livres qui parlent du franc CFA, vous savez ce que c'est que le franc CFA, et donc cette dépendance, et encore on en revient à ce que je disais tout à l'heure, les traces de la colonisation, dépendance par rapport au Nord et par rapport à la France. Donc c'est une constante dans le discours de ces Africains-là. Il y a aussi un livre sur la fuite des capitaux, publié par les éditions en Malion de Souleymane, que je citais tout à l'heure au Sénégal. Et alors un livre aussi, il y a deux livres, vous verrez, Penser la littérature africaine. Je dirais, avec la littérature africaine, existe-t-elle? C'est une question, si vous voulez, que ces personnes-là se posent. Il y a une recherche identitaire. Il y a également un livre sur le rapport image et imaginaire. En fait, de quoi est fait l'imaginaire africain, qui évidemment, je dirais, qui s'alimente un peu de la cannibalisation aussi, d'une certaine manière, hein, s'alimente d'affiliations culturelles multiples. Il y a une volonté véritable de reprise en main, je pense, de la part de ces intellectuels-là, de leur propre africanité, si je peux dire. Enfin bon, je ne vais pas m'étendre très longuement là-dessus parce que c'est quelque chose d'assez classique et d'assez connu. Mais en fait, c'est ce qui transparaît, et ce n'est pas dit dans ces mots-là, mais ce qui transparaît beaucoup, c'est le décolonial, si vous voulez. Comment se décolonialiser? Je trouve que c'est quelque chose de très constant quand on va là-bas. On a fait beaucoup de formations. Notre association a fait des formations en Afrique, un peu partout dans le monde d'ailleurs, en Asie, en Amérique latine, etc. Mais il y a cette pesanteur-là, toujours. Moi, j'ai toujours veillé à ce que les formateurs soient africains, éventuellement qu'il y ait un blanc qui les accompagne, mais que ce ne soit pas l'inverse, si vous voulez. Donc, il y a toujours un peu cette revendication à être « pourquoi venez-vous nous former ?» J'ai toujours senti pas ce malaise, mais en tout cas cette interrogation, cette demande. Et je trouve que le discours très apaisé de tous ces intellectuels-là avec lesquels on s'entend très très bien, mais parce que la parole entre nous est libre et que la parole, voilà, nous sommes tous des grands garçons, des grandes filles, et donc on parvient à dialoguer de manière intéressante. Mais apparaît dans ces deux domaines-là, et principalement en Afrique, ce que vous évoquiez tout à l'heure, enfin en creux, et qui est beaucoup plus frappant, si vous voulez, parce que la langue française est la langue du colonisateur, il n'y a rien à faire. Voilà ce que je peux en dire pour l'instant. Merci, c'est déjà pas mal. Et c'est vrai que, par exemple, j'y pensais en t'écoutant, sur la littérature africaine. Il est par ailleurs édité une presse universitaire de Montréal, ce qui dit aussi quelque chose sur les circulations, parce qu'on passe vraiment par différents endroits de la francophonie. Et je rebondis un instant sur ce que tu disais aussi sur les formations et de qui s'adresse à qui et qui parle pour qui. C'est quelque chose auquel on a essayé d'être sensible aussi avec ce catalogue qui est quand même si on espère une diffusion publique, on espère que ça vous suscitera des envies de lecture, etc. Mais ça a aussi été pensé comme un outil pour les libraires du réseau et qui s'en emparent, et de dire que il valait mieux que des libraires parlent à d'autres libraires et se parlent entre eux pour faire circuler les choses,
plutôt que d'avoir quelque chose qui soit trop vertical et d'essayer d'avoir quelque chose, une forme d'horizontalité dans cette circulation. On sait que les sciences humaines, les livres de sciences humaines peuvent être intimidants, ils sont intimidants professionnellement pour les libraires au quotidien. Et le pari aussi de ce catalogue, c'est de se dire, mais peut-être que quelqu'un qui aura envie de s'emparer d'un sujet, il pourra plus facilement y aller si c'est un confrère d'une zone géographique proche ou pas qui lui parle d'un livre, qui le suggère, que dans un autre rapport. Voilà, c'est un peu une des idées à la base de cet échange. Je voudrais encore dire une chose, on n'en a pas parlé, mais ça saute dans le catalogue. On a également une éditrice marocaine dont le discours est extrêmement intéressant, que ça se passe encore à un autre niveau, si vous voulez. Ce n'est plus tellement le rapport à la langue française, parce que la langue française, évidemment, est la langue véhiculaire habituelle, maintenant là-bas, en tout cas beaucoup, mais c'est plutôt, comment dire, c'est plutôt un acte critique vis-à-vis de la société dans laquelle il vit. La société, des sociétés arabes qui sont notamment le pouvoir politique, la censure se pratique encore, par exemple là-bas. Hein, donc, ce qui n'existe quasi pas en Afrique. Vous pouvez pénétrer n'importe quel livre, tandis qu'en Afrique noire, à peu près partout, pas partout, mais à peu près partout. Mais je vous engage à lire ce qu'elle dit. Je trouve ça extrêmement intéressant. C'est un discours critique sur leur propre société, et notamment sur le pouvoir politique. Alors, c'est fait évidemment avec beaucoup de prudence, mais parce que le pouvoir dans ces pays-là, évidemment, est relativement autocratique, vous le savez. Voilà, je voulais signaler parce qu'il y a plein de richesses dans ce catalogue dont on ne peut pas parler entièrement maintenant. Et c'est vrai que par ailleurs, avec ces éditions et le travail qui y est associé, elle joue beaucoup un rôle de formation de journalistes. Elle travaille aussi beaucoup à l'organisation de conférences. Il y a toute une dimension d'éducation populaire qui est adossée à tout ça. Donc il y a un travail très fort qu'elle réalise. Et effectivement, c'est vrai que c'est assez remarquable. Alors maintenant, je vais m'adresser à vous. Et alors, je vais me reposer entre guillemets sur vous. La première fois qu'on a été en contact, une des premières questions que vous m'avez posées, c'était de dire sous quelle casquette j'avais besoin, et on vous sollicitait entre l'intellectuel qui travaille sur l'idée, l'éditeur, le directeur de maison d'édition, etc. En fait, c'est un petit peu tout ça. Et là, j'aurais voulu, je vois que vous avez pris plein de notes, donc on va être très bien, simplement voir vous de votre côté, parce que on a vu aussi dans nos échanges que vous ne portiez pas forcément exactement le même regard que nous qui sommes dans les librairies. Quel regard vous portez sur ces histoires de circulation, éventuellement de traduction? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire avant d'aborder la question critique en deuxième partie des nouvelles narrations qui vont nous agiter pour la suite? Merci beaucoup. D'abord, je veux dire que je suis très heureux d'être là et très heureux d'avoir été invité par la ILF. J'ai essayé d'exprimer dans la préface quelques idées à propos de la librairie. Alors, je suis plusieurs choses, mais absolument pas libraire. Donc, mon expérience de la librairie, c'est celle de la fréquenter, y compris les librairies françaises ou francophones de l'étranger. J'ai essayé de mettre à contribution donc plusieurs points de vue. Le point de vue d'éditeur, d'ailleurs, je me complète ce que tu disais tout à l'heure sur ce petit livre sur les enjeux de l'édition en sciences humaines et sociales, en termes de parité, qui était co-dirigé avec Livia Foraison, que je n'ai pas dirigé tout seul, qui est un livre où on a essayé de remettre un peu en perspective un certain nombre de questions, y compris ces questions majeures de traduction, de circulation, de diffusion des idées. C'est vrai que la langue française pose... Alors, moi, je suis à la fois auteur, éditeur universitaire, pose des problèmes qui sont devenus assez particuliers. La question est de savoir, quand on publie des livres écrits en langue française, a fortiori quand on est éditeur universitaire, quel espoir on a de les voir circuler dans des espaces extérieurs à la France. Alors, quel espoir on a déjà de les voir circuler tout court. Hein. C'est-à-dire que l'édition universitaire est une édition qui, par rapport à beaucoup d'autres pratiques éditoriales, est évidemment très sectorisée, même si je pense qu'elle a vocation à s'étendre. Et d'autre part, elle est en même temps, cette édition universitaire, une actrice importante de la traduction, alors de la traduction entrante et de la traduction sortante, parce qu'à vrai dire, on a un certain nombre de nos livres dont le total cumulé en traduction en termes de vente est bien supérieur à ce qu'on peut vendre en France. Il y a des marchés consommateurs intéressés par, disons, la production intellectuelle universitaire. Mais, et c'est peut-être ça qui me paraît la question la plus intéressante en termes de mise en perspective,
Je disais, moi, je suis universitaire, je suis historien. Une des choses difficiles à prendre en compte, c'est le fait que l'espace francophone intellectuel, qui était un espace dominant, voire un espace ultra dominant, est devenu un espace dominé. Alors, ça, c'est une transformation qui est importante, qui est difficile à prendre en compte et qui, d'ailleurs, est difficile globalement à prendre en compte, y compris à l'échelle politique et géopolitique. C'est-à-dire que la France a du mal, et c'est une partie de, je pense, de la crise à laquelle on a affaire socialement et politiquement, à accepter cette transformation radicale en quelques décennies de ce qu'elle imaginait être son destin universel dans, disons, le fait d'être une puissance régionale développée et riche, mais qui joue un rôle qui n'est plus le rôle qu'elle jouait et sa langue, finalement, est du même ordre. Et donc, ça veut dire que ce qu'on imaginait autrefois comme allant de soi, c'est-à-dire le rayonnement de la francophonie du point de vue intellectuel et du point de vue des livres, ne va plus du tout de soi, est même devenu un combat, et c'est pour ça que le rôle de l'ILF, de ce point de vue-là, est un rôle majeur. Alors, est-ce que pour autant, ça veut dire que ce qui s'écrit en langue française dans le domaine des sciences humaines est devenu quelque chose de secondaire ou de marginal? Je ne crois pas forcément, parce que je pense que si la langue française et si les institutions, disons, littéraires, universitaires françaises ont changé de position depuis 100 ans, si vous considérez par exemple, alors c'est des choses qui ont été bien étudiées du point de vue de la littérature par Pascal Casanova, récemment, ces dernières semaines, par Gisèle Sapiro dans son livre Qu'est-ce qu'un auteur mondial, mais qui vaudrait aussi pour la production de sciences humaines, c'est-à-dire ce renversement qui faisait que, en gros, en 1920, Paris était la capitale intellectuelle et littéraire, avec Londres, du point de vue mondial en termes de diffusion des idées, et qu'aujourd'hui, Paris est devenu un espace par rapport à tout ce qui peut exister dans les pays anglophones, disons, et puis à ces puissances qui sont considérables, comme la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, le Japon, qui sont des partenaires, par exemple, en termes de traduction, absolument majeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui s'intéressent le plus aux sciences humaines et sociales que nous, on produit aux éditions de l'HESS, c'est les pays classiquement francophones ou d'héritage francophone que vous représentez, dont vous venez de parler, avec effectivement l'Amérique du Sud, l'Europe de l'Est, les pays d'Afrique, et puis beaucoup plus que les pays anglophones ou les autres pays européens, le monde asiatique qui achète assez massivement et traduit assez massivement les textes qu'on peut publier. Mais dans ce retournement, il reste en même temps quelque chose, je pense, de la singularité de ce qui s'écrit en français. Et c'est là-dessus que je veux peut-être insister pour finir, c'est-à-dire que si la pensée française n'est plus ce que les États-Uniens ont imaginé à travers ce qu'ils ont pu appeler la pensée française, elle garde en revanche une forme de style intellectuel particulier qui est à la fois lié à l'héritage historique et intellectuel de la manière dont les idées se sont structurées en France, à un héritage institutionnel qui est considérable, c'est-à-dire que même si on peut dire qu'à certains égards, les institutions universitaires et intellectuelles françaises sont en crise, elles le sont moins que dans beaucoup d'autres pays, et la question de l'investissement collectif et financier dans l'enseignement supérieur reste quand même un enjeu important qu'il faut défendre. Mais disons que par rapport à la situation de financement de l'Angleterre ou d'autres pays, on est, je pense, encore un pays où la question est importante. Et puis, par ailleurs, où la scène éditoriale française est particulière. Et de ce point de vue, l'alliance, je dirais, entre des éditeurs universitaires et un secteur d'édition privée avec des grandes maisons comme Gallimard, comme Le Seuil, comme La Découverte, qui s'intéressent aux idées et qui sont capables de publier des livres qui seraient des livres universitaires et qu'aucun éditeur anglophone ne prendrait, disons, de façon équivalente, ça c'est une richesse, une force et une spécificité qu'on peut mettre en avant. Et du coup, il me semble que ce qui se publie en langue française a une singularité et que cette singularité aujourd'hui amène encore des nouveautés. Alors, il faut les défendre autrement face à d'autres publics, mais qui a une actualité, on va en reparler sur les nouvelles écritures, qui a une actualité de ce qui se fait en langue française, d'autant plus, et c'est le dernier point qui me paraît très important à souligner,
que cette actualité est enrichie aujourd'hui par la multitude des usages du français hors de France. Et ça, c'est un point qu'on néglige trop, je pense, quand on est en France, c'est-à-dire de voir que la publication intellectuelle en français, elle ne se fait pas qu'en France. Alors évidemment, elle se fait en Belgique, en Suisse, au Québec, mais qui sont déjà des zones. Alors nous, ça nous paraît naturel quand on est Français de France. Quand on discute avec des gens qui sont en Belgique, moi j'ai beaucoup de collègues universitaires québécois, suisses romans ou belges wallons, qui ressentent tout de même une forme de mépris et de supériorité de la part de l'espace intellectuel français par rapport à leur propre positionnement. Il y a une question, hein, par exemple, Ramu le voyait déjà comme ça du point de vue de l'histoire littéraire par rapport au milieu parisien dans les années 10-20. Donc, je pense qu'il y a une richesse du travail et de la pensée des concepts et de la tradition intellectuelle et qui, effectivement, entoure ces pays, mais bien au-delà de ça, je pense qu'il y a une richesse qui va. Alors, on a parlé des pays francophones d'Afrique. C'est une question, je pense, essentielle dans le domaine des sciences humaines et sociales. On a évoqué au Maroc le travail de Kenza Sefrioui, qui est un travail vraiment absolument remarquable. J'ai récemment, à l'École des études en sciences sociales, reçu comme invité Felwine Sarr, qui est donc un penseur, économiste, écrivain, intellectuel sénégalais, qui aujourd'hui travaille pour partie aux États-Unis, pour partie au Sénégal, qui fait de fréquents séjours en Europe et en France en particulier, et qui a aussi une activité d'éditeur à travers la maison Jinsan. Et là aussi, on a, je dirais, une forme d'efflorescence qui est extrêmement importante de reconnaître, pour ne pas être trop pessimiste, mais pour identifier aussi où sont aujourd'hui les zones où se font des choses neuves, et ces choses neuves, elles ne se font pas forcément à Paris, quoi. Et c'est vrai que sans démonter complètement le capot de tout ça, parce que ce n'est pas forcément le lieu, mais c'est aussi des questions pour ces circulations d'idées en français publiées hors de France. Si on revient aussi au prisme des librairies, il y a aussi des questions de circulation très concrètes qui sont extrêmement compliquées. Si on revient sur l'exemple de Kenza, par exemple, elle a de vraies difficultés à faire circuler ses livres. Déjà, au Maroc, c'est compliqué, mais les faire circuler au-delà, en dehors de l'espace marocain, typiquement jusqu'en France, c'est extrêmement compliqué. Un de ces titres a été repris chez Folio, par exemple, ce qui effectivement accroît le rayonnement, mais c'est des vraies questions, pour le coup, techniques de notre point de vue à nous. Je vous propose qu'on attaque la deuxième partie, sans vouloir vous presser, mais évidemment, on a déjà un peu pris de retard, mais vous le savez, c'est évident. Si jamais vous avez des questions dans la salle ou en direct, si vous pouvez faire un petit signe discret que je vois pour jauger un petit peu, de savoir à quel point on aborde ou pas le troisième point, ou si on le remet à l'année prochaine. On fera circuler un formulaire pour les inscriptions, vous inquiétez pas. Donc, je voudrais reprendre directement avec vous donc, sur cette épineuse question des nouvelles narrations, qui était donc le titre de notre cycle. Et je voudrais juste rapidement, en introduction, parler du travail d'une de nos libraires qui contribue au catalogue, qui est Mireia Valencia, qui a la librairie Finestre à Barcelone, et qui a une librairie avec un classement extrêmement original dont elle nous a parlé lors du webinaire, que vous pouvez éventuellement voir en ligne également. Et en fait, ils ont fait le choix pour pouvoir traiter des thématiques sociales et sociétales de plus en plus présentes et qui correspondent de plus en plus à des demandes, peut-être plus que des rayons universitaires stricts. Ils ont décidé, je vais essayer d'expliquer, de faire un classement qui est à la fois vertical et horizontal. C'est-à-dire que sur une étagère donnée, dans le sens vertical, ils vont traiter un thème. Donc, par exemple, ça va être un thème de société, la mort, les pensées environnementales, les drogues, etc. Et ensuite, ce sujet sera traité sans distinction de langue, ni de format, ni de quoi que ce soit. Ce sujet sera traité chaque étagère correspondant à une époque. C'est-à-dire, si on découpe comme classiquement, période antique, Moyen-Âge, moderne, contemporaine. Ce qui permet à un lecteur, une lectrice, quelqu'un qui visite la librairie, d'avoir à la fois sur ce sujet donné, à la fois un point de vue sur comment la pensée a évolué des origines à nos jours, disons, sur un sujet donné, mais qui permet aussi une lecture dans l'autre sens, c'est-à-dire de dire où en était, d'après les livres disponibles dans la librairie, où en était la pensée à telle époque, et de circuler d'un sujet à l'autre, à l'autre, à l'autre. Ça me semble alors extrêmement compliqué à travailler, c'est une but très mais par ailleurs extrêmement fécond et riche, et c'est aussi une réponse à ces questions qu'on se pose de est-ce qu'on crée de nouveaux rayons, comment on accueille les nouvelles demandes qui sont plus transversales, les livres inclassables, etc. Et c'est une réponse qui me semble stimulante.
En tout cas, sur ces nouvelles narrations, je vais là aussi dévoiler un peu nos échanges. Étienne, et puis je vais vous laisser le dire mieux que moi, mais en gros, ce que vous nous avez dit quand on a commencé à vous proposer d'aborder ce sujet-là, sachant que vous avez vous-même participé à une bande dessinée, ce qui correspond aussi à ce qu'on a mis sous le terme nouvelle narration, vous nous avez dit en gros, je synthétise, oui, mais on peut dire des choses nouvelles avec une forme extrêmement ancienne, et on peut aussi dire à l'inverse des choses et je vais pas y arriver, des choses anciennes avec une forme et des narrations extrêmement modernes. Donc déjà, vous nous avez mis sur quelque chose auquel on n'avait pas forcément pensé. À la fois, qu'est-ce qu'il y a à la fois des nouveaux sujets et des nouvelles façons de raconter les choses. Donc, est-ce que vous pouvez nous exposer un petit peu, vous, votre vision sur ça et l'utilité dans le lien vie universitaire et traduction en librairie pour ce qui nous concerne et dans le débat public? Effectivement, quand on est un éditeur universitaire, on a des formats qui sont assez contraints. Une bonne partie de ce qu'on publie aux éditions de l'HESS correspond à des monographies classiques et les travaux universitaires comme les thèses ou les habilitations à diriger les recherches alimentent assez considérablement nos manuscrits. Donc, il faut avoir une idée modeste de ce que peuvent être les nouvelles narrations dans le type de maison d'édition dont j'ai la charge. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs manières d'entendre la nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a les nouvelles narrations au sens on produit de nouveaux récits sur le monde social. Et là, je crois qu'il y a des choses importantes à repérer, et on en a parlé, et puis vous l'illustrez vous-même dans votre sélection collective, c'est-à-dire que des questions comme les questions de genre, les questions environnementales, les questions d'histoire des animaux, les questions d'études postcoloniales, sont des terrains dont les sciences humaines et sociales se sont emparées massivement au cours des 20 dernières années, terrains qui ont émergé avant, mais qui sont devenus des objets éditoriaux et des objets intellectuels à part entière. Et ces objets peuvent être exposés à travers des monographies qui, dans un certain nombre de cas, sont relativement classiques, mais ont la force et l'originalité de construire de nouveaux objets. Et nous, en tout cas, aux éditions de l'HESS, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire, par exemple sur le terrain du genre, qui était un terrain qui n'avait pas été très investi par notre maison d'édition jusqu'à il y a une dizaine d'années, et sur lesquels on voit que beaucoup de recherches tout à fait novatrices, de nouvelles manières d'écrire l'histoire, finalement, se développent à partir de là et dans cette perspective. Et donc là, je rejoins ce que disait Philippe sur la question du décentrement, c'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup des livres qui étaient publiés jusque-là étaient d'une manière ou d'une autre des récits d'hommes, des récits de blancs, des récits d'européens, et que réfléchir à d'autres points de vue transformait, je dirais, la grande narration des sciences humaines et sociales. Et puis après, il y a la question qui était le point de départ et sur lequel on a beaucoup parlé, de la manière dont on raconte ça. C'est-à-dire que quelles sont les formes à travers lesquelles on peut le raconter. Et je crois qu'effectivement, un des enjeux des sciences humaines et sociales aujourd'hui, c'est de sortir de leur cadre traditionnel. Alors ça, je le crois en tant que lecteur, en tant qu'auteur. Ce n'est pas forcément la mission d'édition universitaire, quoique, mais l'idée d'utiliser et d'inventer de nouvelles formes, non pas pour faire ce qu'on appelait autrefois de la vulgarisation ou de la diffusion, mais pour défendre une certaine conception du travail intellectuel à travers d'autres récits, me paraît essentiel. Et on a vu quelques initiatives récentes. Alors, je prends simplement 3 exemples de ces nouvelles narrations qui me semblent tout à fait emblématiques. La bande dessinée et le roman graphique, dans lequel on a eu jusque récemment à l'histoire de Jérusalem de Vincent Lemire, qui est un des très grands succès éditoriaux de ces derniers mois, mais la collection à laquelle j'ai eu la chance de participer, menée par La Découverte et la revue dessinée autour de l'histoire de France en bande dessinée. D'autres collections avant, comme celle qui avait été lancée par Fayard et Glénat sur les biographies historiques, c'est-à-dire utiliser les outils graphiques pour poser des questions de sciences humaines et sociales à une échelle tout à fait différente, puisqu'on parle d'autres publics et d'autres diffusions. Moi, je dis souvent à mes étudiants, ma thèse aux éditions de la Sorbonne, c'est 250 exemplaires. La biographie de Philippe le Bel, à laquelle j'ai collaboré il y a une dizaine d'années, c'est 25 000 exemplaires. Donc, il y a une différence d'échelle. Je ne dis pas que c'est mieux, que c'est moins bien, mais je dis juste qu'il faut savoir aussi à quel public on s'adresse. Donc, il y a cette question des outils graphiques. Il y a la question des vastes ouvrages polyphoniques. C'est-à-dire que dans les années 90, on a vu beaucoup de grands éditeurs généralistes faire des dictionnaires. À partir de la fin des années 2000, c'est devenu
de nouvelles formes qui justement sont des formes de narration polyphonique. Et de ce point de vue, Fayard, par exemple, avec l'histoire du monde au XVe siècle, a été assez pionnier. Mais ensuite, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup au Seuil ces dernières années, l'histoire mondiale de la France, l'histoire de l'esclavage, la nouvelle histoire du Moyen-Âge. C'est des projets polyphoniques qui sont extrêmement intéressants et qui rencontrent un public. C'est-à-dire que là aussi, on est sur des succès éditoriaux et c'est intéressant de voir qu'un objet qui est quand même très sérieux, hein, comme la nouvelle histoire du Moyen-Âge dirigée par Florian Mazel, on est aussi à plus de 25 000 exemplaires. On ne parierait pas sur la base des auteurs qui ont été réunis que cet ouvrage allait être un succès de librairie. Et puis, dernier élément, on parlait tout à l'heure de narrative non-fiction, le problème des formes de récit, c'est-à-dire le problème de l'articulation d'un sujet écrivant, un auteur ou une autrice qui s'empare d'un sujet à partir d'une expérience personnelle et d'une expérience de recherche. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir, par exemple, chez La Découverte, dans la collection À la Source. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire aux éditions de l'EHESS dans la collection qui s'appelle Aparté, où précisément on essaye de combiner un point de vue, c'est comme la théorie du point de vue, c'est-à-dire quelqu'un qui parle depuis un lieu, mais qui en même temps utilise son savoir universitaire. Alors, par exemple, notre collègue Camille Lefebvre, qui est spécialiste d'histoire de l'Afrique, qui a écrit un livre qui s'appelle À l'ombre de l'histoire des autres, dans lequel elle a reconstitué l'histoire de ses grands-parents. Et il y a une articulation là entre l'expérience familiale et le travail d'historien. Et puis, on espère avoir dans cette collection d'autres livres. On publiera l'an prochain un livre de Malika Rahal, on a un projet avec Michel Audin, et ça va poser le même type de problème. Et je pense que là, on a aussi un des fonds pionniers de ce que peut être l'écriture en sciences humaines et sociales, au-delà d'un public qui soit strictement universitaire, même si ce public universitaire, il est important, hein, je le répète. Merci beaucoup. Je vous propose d'aborder ça pour la question un peu plus technique de comment les libraires s'en emparent. Donc, repartir de vos expériences. Mathieu, Bruno, si vous pouvez nous dire chacun en quelques mots, d'abord, qu'est-ce que vous ressentez, que vous ressentiez de la façon dont le public se situe par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des attentes particulières? Éventuellement, quelle tentative ou pas vous avez mis en place et avec quel succès ou pas d'ailleurs ça a été suivi. Toujours la question un peu simple de dire à quel moment on crée un nouveau rayon et à quel moment, comment aussi on accompagne les clients qui ne comprendront plus forcément de ne pas trouver les choses là où ils étaient habitués. Voilà, comment vous avez un peu travaillé ça concrètement, ces questions-là, et qu'est-ce que ça recouvre pour vous? Oui, c'est exactement ça. Étienne a abordé la librairie. En fait, c'est l'endroit où le livre, même si c'est de thématiques denses il va trouver le lecteur, hein, il va trouver sa vie. Et donc, oui, on a normalement à la librairie Traversa, en fait, au départ, on avait même une librairie, c'est une chaîne de librairies donc, qui s'adapte au quartier, qui s'adapte aux clientèles, parce que aussi, vous pouvez avoir une super idée des rayons, des événements, etc. Mais si le lecteur ne sont pas là, comment vous pouvez faire des événements? Donc, il faut quand même qu'il y ait une synergie entre les rayonnements, votre intérêt personnel aussi, et le lecteur qui arrive dans la librairie. Donc, à travers ça, je me souviens, on avait une librairie spécialisée en édition universitaire, qui en fait, c'était dans l'endroit où la première librairie a été créée, la première librairie de la chaîne. Et c'était un succès, c'était comment je peux dire, un temple des éditions universitaires. Et ça, je parle des éditions universitaires en portugais, des éditions brésiliennes. Et au moment donné, en fait, comme le scénario a un peu changé et on a fini pour fermer la librairie d'édition universitaire. Et les éditions universitaires, ils ont trouvé aussi sa place dans d'autres librairies plus généralistes où on a trouvé un public pour faire ça. Mais des initiatives qu'on faisait dans la librairie, en fait, c'était ça, d'essayer de faire des événements, lancements, des débats. Le librairie aussi, on avait quelques librairies où il y avait des espaces, on a un auditorium pour faire des conférences. Donc, ce genre d'actions pour vivre les ouvrages et pour trouver les lecteurs
pour des livres et des thématiques qui nous touchent, qui sont très, très, très intéressants. Je ne sais pas, vous, Mathieu, tes initiatives. Bah nous, c'est vrai que le côté synergie, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que nous, du coup, par exemple, pour ce qui est des nouvelles narrations, on pourrait dire, il faut être en synergie avec ce qu'on nous demande, nous, ce que les gens attendent de nous, parce que, par exemple, on a mis en place un rayon féministe, parce qu'il y avait une volonté de notre part, mais aussi une attente de notre public, en sachant que c'est des choses qui ne sont pas éditées en roumain, en fait. Donc, en fait, on est les seuls à faire du féminisme en Roumanie, de fait. Mais ça a rencontré du succès parce qu'en fait, il y avait du lectorat pour ça. On a tenté de faire un pendant écologique, ça a été un fiasco total. Parce qu'en fait, en Roumanie, c'est pas une préoccupation actuelle, à part avec une minorité. Mais c'est pas une minorité suffisante pour garder un rayon. Donc, en fait, on fait sur commande. Donc là, il y en a un qui a très bien marché et qu'on a toujours et qui a gonflé. L'autre, c'est fini. Voilà. Alors, après, nous, avec notre situation, il faut aussi, quand on parle de nouvelle narration, nous, on pourrait presque dire qu'il y a la nouvelle narration, par exemple, le féminisme, c'est une nouvelle narration du point de vue français, mais aussi du point de vue roumain. Mais comme nous, on fait du contenu français en Roumanie et qu'on est une alternative à ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas en Roumanie, il y a des choses qui peuvent être quelque chose de banal en français, mais qui serait une sorte de nouvelle narration dans le tableau en Roumanie, parce que, par exemple, si on est sur des cas, je ne sais pas, qu'on voit beaucoup en librairie comme la décolonisation, spécifiquement la guerre d'Algérie, ou un contenu actuel comme la Palestine, et ben en fait, en Roumanie, ça ne se fait pas. Vous voulez un ouvrage sur la guerre d'Algérie, c'est 0. Donc, la Palestine, c'est 0 aussi. Donc là, du coup, de fait, ça devient une nouvelle narration. Donc, il y a une nouvelle narration dans la nouvelle narration. Ou, par exemple, si vous voulez un ouvrage sur, je parle de choses actuelles, sur par exemple, histoire de la Russie ou de choses comme ça, en Roumanie, il y en a beaucoup, mais vu qu'il y a une dominance de points de vue éditoriaux, c'est un récit qui est très binaire, et je vous laisse deviner dans quel sens c'est pas très compliqué. Donc du coup, toute personne qui voudrait tenter de trouver un récit un peu nuancé ou de l'historiographie à peu près sérieuse sur le sujet, en fait, en Roumanie, c'est compliqué. Donc il faut aller dans une bibliothèque universitaire, mais en librairie, c'est très manichéen du côté noir de la chose, quoi. C'est un peu resté sur le côté empire du mal, disons. Donc alors on en pense ce qu'on veut, mais disons que les clients un peu sérieux qui veulent varier des points de vue, ne serait-ce que pour confronter, savoir s'ils sont d'accord ou pas, en fait, le français, c'est pas mal. Et le fait d'avoir différents points de vue disponibles sur un sujet, sur ce sujet-là, et dans un contexte éditorial roumain, c'est nouveau. Donc en fait, on est une sorte de nouvelle narration pour varier des choses comme ça aussi. Donc voilà. Donc ça, c'était pour apporter une petite nuance dans ce qu'on entend comme nous en France en nouvelle narration, mais ce qui peut être une nouvelle venue dans le paysage éditorial roumain avec nos bouquins en français, du coup. Et après, comme Breno a dit, voilà, on fait beaucoup de rencontres, d'auteurs, etc. Là, on a Barbara Cassin ce soir à la librairie. La semaine prochaine, il y a Vergès, du coup, Françoise Vergès. Donc voilà, on fait aussi du travail comme ça, on fait bien des auteurs français, avec le soutien de l'Institut français notamment. Et ça, voilà, on essaie vraiment de faire des choses qui sont en résonance avec notre clientèle et de proposer des choses qui nous tiennent à cœur, mais toujours dans la mesure on va pas faire venir quelqu'un si c'est pour qu'il ou elle ait l'humiliation de tomber devant une salle vide, par exemple. On va quand même un peu faire gaffe, quoi. Voilà, je passe la parole. Pour le risque à prendre, mais c'est vrai que tu remets avec ça des choses qui sont aussi le cœur du métier, à savoir c'est une partie d'un métier d'offre, mais c'est aussi un métier de demande et de comment on arrive à aligner ce que la clientèle va vouloir, ce que tu as envie de mettre en avant. On parlait hier soir sur le fait d'éventuellement prendre un certain nombre de positions, mais qui n'exclut pas le fait de commander autre chose. Bien sûr. Une vitrine dans une librairie, c'est une narration, un rayon, c'est une narration. Ce qui n'empêche pas de commander exactement de faire autre chose. Et ça, c'est des questions qui se posent partout dans toutes les librairies, mais c'est vrai que vous avez des regards un peu différents. Philippe, on voudrait, toi, tu devais nous dire 2-3 mots de maisons d'édition dont tu as parlé, qui sont revenus plusieurs fois dans notre catalogue et qui nous tiennent à cœur, et ça permettra de balayer. Oui, il y a deux maisons d'édition. Je ne vais pas parler de la maison d'Étienne. Mais bon, une chose très importante dans l'espace francophone, il y a un énorme souci qui est le prix des livres. Expédier des livres en Afrique, en Amérique latine, comme vous pensez qu'expédier des livres au Chili, il fut un temps, il y a 2 ans, maintenant ça va un petit peu mieux, c'était 10 € le kilo.
imaginez le prix du livre là. Donc, dans beaucoup de librairies, je crois que tu peux en témoigner aussi, on donne avantage aux poches. Ouais. D'autant plus que la clientèle sur place n'est pas nécessairement ne trépigne pas devant les nouveautés nécessairement. Donc, les livres peuvent arriver avec un certain décalage. Et puis qu'en plus, il y a une différence entre les niveaux économiques du pays émetteur, comme la France, ou à l'arrivée, comme nous, par exemple. Oui, et encore pire, je dirais, dans certaines régions. Donc, on se tourne beaucoup vers le poche. Et moi, j'aurais en effet parlé de 2 collections qui sont, je trouve, tout à fait géniales. Vous connaissez Payot et la petite bibliothèque Payot, qui existe depuis 1962, si je me souviens bien, mais qui a une nouvelle vie avec un éditeur très efficace qui est Christophe Guias, et qui publie des bouquins absolument intéressants. Alors, c'est l'éditeur, évidemment, historique de Freud en poche, etc., en psychanalyse. Je ne vais pas parler de ce qu'ils ont fait, je parlerai plutôt de ce qu'ils font aujourd'hui et qui est innovant. J'avais relevé quelques titres comme ça, notamment en sciences sociales. Ce sont des gens qui... Enfin, c'est une petite maison qui publie directement en collection de poche, je le signale. Donc, c'est vraiment très intéressant parce que c'est des bouquins qui coûtent 10 euros ou 7 euros ou 8 euros, etc. Logique métisse, anthropologie de l'identité en Afrique et ailleurs. J'ai parlé de l'identité africaine tout à l'heure, c'est intéressant. Anthropologie de la globalisation aussi. La globalisation est un concept que je trouve intéressant, que vous connaissez aussi, qui est en fait, depuis, je dirais, dans l'édition, je dirais de l'édition française telle qu'elle a évolué, le fait de s'être trouvé que la globalisation, si je puis dire, qui est apparue notamment dans les années 90 et 2000, etc., on a élargi notre espace mental et c'est une notion qui, je trouve, est assez centrale sur le développement de la pensée. Géographie de la colère aussi, un livre d'un auteur que je citais tout à l'heure, Arjuna Kadurai, Géographie de la colère, la violence à l'âge de la globalisation, un bouquin un livre vraiment qui est sorti en poche. Je vais en citer quelques autres, pas trop, parce que vous pouvez aller voir le Payot, tout ça se trouve sur Internet, évidemment. En féminisme, ils sont très à la pointe, Femmes désirées, Femmes désirantes, une défense de l'avortement, qu'est-ce que le genre, qu'est-ce que le care, toutes ces... Alors, il y a également sur les relations de domination, il y a un petit bouquin sur l'intersectionnalité. Ce que c'est l'intersectionnalité, il n'y en a pas 36, mais c'est un excellent ouvrage, après le colonialisme, etc. J'ai pas les deux de la culture. Voilà. Enfin, j'insiste, c'est vraiment une collection pleine de ressources en sciences humaines et en sciences humaines contemporaines. Ils ont un très gros catalogue, évidemment, parce qu'ils existent depuis très longtemps, et donc il y a évidemment des livres qui sont totalement historiques, si je puis dire, dans leur catalogue. Il y a le deuxième auteur... Je me permets de rajouter un mot. Oui. Dans cette situation de proposer des livres de poche directement en inédit, oui. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve, par exemple chez Folio pour les essais, qui pratiquent également ça. J'ai l'impression que ça se fait peut-être... je sais pas, de plus en plus, mais j'ai l'impression en tout cas qu'il y a ce choix. Folio le fait aussi, bien sûr. Réponse aussi à ces questions de prix. Tout à fait. Tout à fait. Et je citais notamment cette éditrice, enfin cette auteure australienne qui a publié sur les théories du Sud, c'est aussi Christophe Guias qui les publie directement en poche. Alors le deuxième éditeur, je n'ai pas d'exemplaire ici, mais c'est Anna Mosa, une petite maison dirigée par Chloé Paté, très engagée, il faut le dire, mais qui publie des essais très intéressants et qui a une collection que je trouve très intéressante qui s'appelle Le mot est faible. Le mot, c'est cette expression. Et en fait, ce sont des ouvrages elle explique d'ailleurs dans le catalogue aussi, qui sont des ouvrages courts autour de questions de langue et du langage. Et donc, à partir d'une série de mots, ce sont des ouvrages qui coûtent 9 euros. Ils sont tout droit comme ça, vous allez les trouver certainement ici, et qui parlent de notions. Il y a les best-sellers, il y a une vingtaine de titres parus, je crois, maintenant, mais race, féminisme, peuple, décolonial, classe, utopie, émancipation, mérite, enfin toute une série de notions. Un mot, à partir de ce mot, elle fait appel à ce sont des livres de commande, évidemment, hein, et donc à un spécialiste, et c'est lumineux, je trouve, lumineux. Je ne les ai pas tous lus, bien entendu, mais j'en ai lu quelques-uns là, et je trouve, pendant le décolonial et race, ce sont des livres fondamentaux, vous avez presque tout compris quand vous avez lu le bouquin, et ce sont des bouquins assez courts, 9 euros. Voilà, ce sont 2 éditeurs que je vous recommande.
et qui se positionne effectivement sur ce qu'on a essayé le petit panorama qu'on a essayé de proposer et qui se tiennent effectivement sur une espèce de crête entre le fond et des livres accessibles sur le fond et au niveau du prix, également des livres, parce que je pense que c'est aussi l'enjeu des livres en petit format qu'on trouve de plus en plus. C'est aussi des livres qui peuvent être des livres d'intervention dans le débat public, c'est-à-dire qui peuvent réagir à une forme d'actualité, qui prennent peut-être, je ne sais pas si ça remplace, si ça complète une forme de tribune qu'on pouvait trouver dans les journaux, ce genre de choses, etc. Mais il y a aussi des tentatives à ce niveau-là et ça fait partie de cette effervescence. Il y a tellement de notions comme le mot race, par exemple. Essayez de voir clair sur le mot race. Je trouve que c'est bien d'avoir de temps en temps un petit ouvrage qui essaye en tout cas de remettre les choses à plat. Tout à fait. Il nous reste, ça va, vous étiez tous très pessimistes, il nous reste encore un petit peu de temps. Alors, juste rapidement, est-ce qu'il y a une ou deux questions? Sinon, nous, on enchaîne, on a de quoi dire sans problème. 1, 2, 3, allez, c'est bon, on y va. Alors, le numérique. Voilà, ça c'était notre sujet un petit peu bonus parce qu'il intéresse à plus d'un titre la plupart des personnes présentes ici. C'est vrai que ça nous éloigne, entre guillemets, un tout petit peu parce que la librairie, pour nous, c'est plutôt vendre du livre en papier physique dans un commerce physique. C'est ce qui correspond, même si les libraires peuvent vendre évidemment du numérique, mais on ne peut pas faire l'impasse de cette question qui est quand même liée à la fois à la question du prix qu'on vient d'aborder, à la fois à la diffusion des idées et des nouvelles façons de diffuser, souvent également la recherche. Donc je ne sais pas, peut-être qu'on peut commencer avec Breno, puisque c'est maintenant que tu travailles plus en librairie, c'est ce à quoi tu te consacres maintenant. Est-ce que tu veux nous présenter un peu ce que tu fais, puis on rebondira ensuite là-dessus? Oui, non, mais les numériques, et moi avec Philippe aussi, on a participé d'une enquête, un gros travail sur la diffusion du livre numérique en Afrique subsaharienne aussi. Et là, pour mon poste, en fait, chez Open Edition, on fait la diffusion du livre numérique en sciences humaines et sociales auprès des bibliothèques. Et ça qu'on a constaté, en fait, c'est que le numérique, il marche très bien pour les éditions universitaires, mais il échappe un peu la librairie parce qu'il y a beaucoup de, comment je peux dire, de préparation technique pour mettre en place uniquement des outils pour qu'il avance du numérique en librairie et ça démarre. Et en fait, la librairie, comme je disais tout au début de mon intervention, c'est la librairie physique, la librairie en ligne. Elle marche très bien, vous pouvez trouver les livres, etc. Mais je pense que la librairie, c'est le brick and mortar, c'est l'endroit où les gens vont et ils peuvent rencontrer les livres, il faut dialoguer avec les libraires, avec les uns les autres, trouver les livres au hasard, sans être influencé par un algorithme ou être influencé par quoi que ce soit. Et c'est où je pense les livres, comme je disais, peuvent trouver le lecteur et aussi où le débat il peut aussi circuler plus largement. Mais le numérique, il est complémentaire et il a trouvé sa place, je pense, dans les milieux universitaires et peut-être Étienne aussi peut dire quelques mots sur ça. Et c'est la façon dont la pensée, les productions universitaires, ils peuvent aussi circuler et pour élargir ses frontières et trouver des lecteurs n'importe où dans le monde. Donc, mais malheureusement pour la librairie, malheureusement, peut-être pas, pour la librairie, pas encore démarré. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres choses, si vous voulez réagir sur ça, sur le numérique. Moi, ça va être très rapide parce qu'on n'en vend pas, donc comme ça, c'est. On n'a pas de secteur dedans. Mais tout ce que je peux constater, c'est qu'en fait, ça nous fait. Effectivement, je resterai sur la complémentarité parce qu'en fait, les gens que je connais, bon, évidemment, mes clients qui achètent du numérique, c'est aussi mes clients, donc voilà. Mais les gens dehors qui ne sont pas mes clients, mais qui lisent en numérique, lisent en papier aussi, que ce soit en roumain ou en d'autres langues. Donc en fait, je vois. Il n'y a pas d'opposition réelle et je sais que souvent c'est assez complémentaire pour des livres qui seraient plus édités en papier, par exemple, ça c'est assez intéressant, ou des choses qui seraient effectivement trop chères ou trop encombrantes selon le moment. Donc oui, je resterai juste sur le côté complémentaire pour moi et je
Ouais, Passe la parole à des gens qui connaissent mieux. tout à fait. Le numérique, il est complémentaire au papier et parfois on rencontre un ouvrage ou un auteur ou un sujet via une édition numérique et finalement, au moins pour moi, c'est comme ça. Et finalement, j'achète les livres papier, s'il y en a, je vais dans une librairie et c'est quand même complémentaire. Et parfois, ça facilite aussi la lecture. Avant, je partais en voyage avec 10 livres. Et là, je peux aussi quand même lire un livre pendant mes déplacements, etc. Et c'est plus rapide aussi, je pense, la circulation. Ouais, bah nous, c'est vrai qu'il y en a pas mal, par exemple, c'est le coup très classique à la fac, à l'école, etc. Bon, bah, c'est tombé en dernier, il n'y a pas le temps de faire la commande, tout a été vendu. Bon, ils vont acheter en numérique, mais en fait, ils sont déjà venus d'abord chez nous, donc c'est pas un souci. Mais c'est vraiment le côté un peu urgence. Là, on n'a pas le temps de le commander. Bon, on le prend en numérique, mais on reviendra la prochaine fois. C'est pas très grave. Alors, pour nous, la question numérique se pose effectivement de manière centrale. C'est devenu un enjeu des éditions universitaires plus encore que des éditions en général à cause de la politique de sciences ouvertes impulsée assez largement au niveau européen par les pouvoirs publics. En réalité, il y a, je dirais, une segmentation des pratiques de lecture qui, du coup, permet cette forme de complémentarité. Il y a d'une part la question de la lecture des livres anciens, disons, et des fonds anciens. Alors, en français, c'est Percé et Gallica principalement. Et là, de ce point de vue, la numérisation et l'accessibilité ont tout à fait transformé les pratiques de lecture parce que avoir la chance de pouvoir avoir à disposition toute une partie du patrimoine de sciences humaines publié en langue française dès le 19e siècle. Enfin, Gallica, ça remonte même davantage, mais disons que toutes les grandes revues de sciences humaines du milieu du 19e siècle aux années 2000 sont accessibles gratuitement à travers Gallica ou Percé. Donc, ça, c'est une transformation essentielle à laquelle la librairie, de toute façon, ne pouvait pas contribuer parce que c'est très compliqué. Et puis, il y a même un problème. Nous, on a beaucoup de livres qui sont épuisés et puis on ne va pas rééditer pour des demandes qui sont marginales, mais qui, en même temps, une fois numérisées et en accès gratuit, peuvent continuer à vivre leur vie. Et puis, il y a une autre question qui est la question de la dissociation entre la lecture de revues et la lecture de livres, qui est un problème très important pour les éditeurs universitaires parce qu'une grande partie de la production universitaire la plus avancée, en sciences humaines comme évidemment dans les sciences techniques et médecine, cette production se fait d'abord dans les revues. Donc, beaucoup de revues, et ces revues, pendant très longtemps, elles avaient un modèle économique et intellectuel de diffusion qui reposait à la fois sur les abonnements individuels. Aujourd'hui, les gens qui sont abonnés individuellement à des revues de sciences humaines et sociales, c'est devenu quasiment marginal et c'est une moyenne d'âge qui est plus élevée que celle de l'Académie française. Il y a, non, du coup, nous ne faisons que perdre des lecteurs parce que malheureusement, une part de nos lecteurs et lectrices décèdent et il n'y en a pas de nouveaux. C'est-à-dire que des abonnements individuels à des revues scientifiques, c'est rarissime. Les abonnements institutionnels des universités se réduisent aussi parce qu'en fait, on passe beaucoup par des bouquets et des bouquets électroniques. Et puis, enfin, il y a la question de la vente en librairie. Et là, c'est vrai que les librairies ont été des espaces essentiels de la diffusion des revues et de la vie intellectuelle, alors que ce soit les revues universitaires ou les revues d'idées. Autour des revues universitaires, on peut aller de critiques au débat, en passant par la pensée, les temps modernes. Alors, cette zone-là, effectivement, c'est considérablement effrité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les librairies ne sont plus de grands pourvoyeurs de la lecture de revues, parce que aujourd'hui, en fait, on lit les revues de manière très différenciée par rapport aux livres, et que beaucoup de revues se lisent en format numérique, qu'elles soient payantes ou qu'elles soient gratuites d'ailleurs. Donc il y a cette séparation qu'on observe. Il y a un petit décollage du livre numérique, mais malgré tout, très largement, en termes de pratique de lecture, on lit les articles plutôt en ligne, PDF, HTML, disons jusqu'à une trentaine de pages, quoi. Disons, il y a une sorte de barrière et les gens, les sociologues de la lecture, les gens qui s'intéressent à ça, regardent ça d'assez près parce que c'est une question de savoir si ça va changer ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à 100 à 150 000 signes, donc 30 à 40 pages, on lit plutôt en ligne.
et au-delà, on lit plutôt en papier. Donc, il y a une sorte de dissociation du marché. Et nous, par exemple, comme éditeurs universitaires qui faisons 20-25 livres par an, mais en revanche une cinquantaine, une soixantaine de numéros de revue, on a en réalité une sorte de tension ou d'extension maximale de notre marché entre la question de la diffusion numérique et la question du travail avec le diffuseur-distributeur et avec les libraires. Et finalement, on ne fait plus tout à fait la même chose. Donc, un des enjeux sous-jacents à ce débat, c'est de savoir comment vont évoluer les pratiques de lecture au sens de l'histoire matérielle de la lecture, c'est-à-dire pas simplement au sens de l'intérêt pour les sciences humaines ou de la maîtrise du français, mais au sens de, techniquement, comment on va lire dans les 10, 20, 30 prochaines années. Et ça, je pense que c'est une question qui est très, très intéressante parce que les gens qui sont les plus préoccupés de ça, avant même les libraires et les éditeurs, aujourd'hui, c'est les bibliothécaires. C'est-à-dire que le rôle social des bibliothèques, les types de fréquentation des bibliothèques ont été complètement bouleversés par ces transformations apportées par le numérique. Renaud, toi, tu travailles avec les Non, mais tout à fait. C'est essayer de comprendre les évolutions des pratiques de lecture, des habitudes de lecture, c'est tout à fait intéressant pour comprendre où on va et comment on peut même évoluer les éditions et même la bibliothèque, comment la bibliothèque peut s'adapter à ces nouvelles pratiques de lecture qui vont émerger. C'est très intéressant de réfléchir sur ça. Je m'interrogeais là justement, vous écoutant sur le... Oui, vas-y. Non, mais il y a madame qui aurait posé une question. Non. Ah ben, on n'a pas la question. Voilà. Je n'avais pas vu offensive. Et si vous pouvez parler bien fort, parce que le micro est un peu loin. Est-ce que vous avez cette possibilité-là de prix moins cher et de marché d'occasion, ce qui nous permet de lire des livres qui sont plus accessibles aux lettres? Alors, nous, je sais qu'on l'a envisagé, on a tenté, mais en fait, ça n'a pas marché, c'est très paradoxal, parce qu'en fait, en Roumanie, il y a beaucoup de bouquinistes, mais vraiment beaucoup. Donc, le marché de l'occasion en Roumanie est déjà il est assez fourni. Et on s'était dit que, effectivement, vu que nos livres sont assez chers pour un budget roumain normal, qu'avec des petits bacs d'occasion à l'entrée, assez classiques finalement, et on n'invente pas la poudre, ça serait assez sympa. Mais en fait, ça a été un fiasco total. Et avant, on faisait des soldes aussi. C'est pareil, ça marchait pas. Mais en fait, je pense que c'est parce que je pense que ça n'a pas marché, pas parce que parce qu'il n'y a pas des gens désireux de voir ça. C'est que je pense que les gens qui chercheraient ces choses-là sont par ailleurs pas forcément nos clients, ou que les gens qui penseraient trouver des prix pas chers ne viennent pas chez nous. Donc en fait, le fait que ça soit connu comme quelque chose qui importe des livres, donc à certains budgets, ça a tenu ce public-là à distance. Et en fait, ils n'ont pas rencontré notre offre. Alors que du reste, sur le marché roumain, c'est quelque chose qui marche très très bien. C'est très très développé. Et il y a des très très bons trucs d'ailleurs. Donc voilà, on a tenté, mais on est passé à côté parce que je pense que ça ne correspond pas à notre image et à ce que les gens viennent chercher chez nous. On restera peut-être un jour, mais pour l'instant, ça c'est... voilà. Et pour d'où venaient ces livres-là, parce que ça c'est aussi une question, c'est comment est-ce qu'on les prend, comment est-ce qu'on les commercialise, etc. Nous, en fait, on les récupérait avec des gens qui soit vraiment ramenaient des livres, j'ai plus de place dans ma bibliothèque, j'en ramène, etc. Ça, ou alors des dons, des gens qui récupèrent ça, des livres détériorés qui arrivent aussi, qu'on ne peut pas vendre au prix total. Donc voilà, on s'était dit on va faire une petite base comme ça. Malheureusement, on a dû arrêter parce qu'en fait, ça nous enlevait de l'espace et que ça nous rapportait... ça nous rapporte. Et c'est surtout, ça ne bougeait pas en fait. Voilà, donc on a arrêté pour l'instant. Voilà. On a fait des dons à des bibliothèques à la place. Voilà. Mais le livre d'occasion est une vraie question aujourd'hui. Ça se développe énormément, y compris en France, et ça pose des questions de droit d'auteur, par exemple. C'est-à-dire, normalement, sur chaque livre vendu, l'auteur touche des droits. Que se passe-t-il? Il y a aussi la question de la vente en ligne. Sur Amazon, vous voyez le même livre au prix plein ou au prix individuel. Est-ce qu'il s'agit vraiment
d'un livre d'occasion ou bien est-ce qu'il s'agit d'une fausse remise. Alors, vous savez qu'en France, le livre soumis au régime bénéfique du prix fixe, donc vous ne pouvez pas brader un livre. Et donc c'est une question qu'on se pose aussi sur la régulation. Voilà, mais ça c'est d'un autre secteur, ça sont les pouvoirs publics avec les éditeurs qui doivent s'en occuper, bien sûr. Et c'est vrai que presque d'un point de vue, là pour le coup très franco-français, si on pense à comment ça se passe, à part Gilbert qui a réussi à devenir dans la tête des gens l'opérateur de livres pas chers, donc de livres d'occasion, et qui peut jouer aussi entre guillemets sur la confusion de proposer à la fois du neuf et à la fois de l'occasion pour les autres. Et je comprends un peu ce que tu dis, de dire je suis pas sûr que les librairies, je pense que ça demanderait un énorme effort pour une ou plusieurs librairies d'arriver à se présenter comme un opérateur de livres d'occasion. Il y en a qui essayent. Déjà, il y en a qui essayent. Puis ça pose des à Rouen, le gros libraire de Rouen, il essaye de faire ça. Oui. Chez moi, c'est même plus une boîte, c'est quasiment une maison. C'est énorme. Donc, en fait, quand on dit l'occasion, en fait, on a des livres gratuits. Oui. C'est aussi, je sais pas. Oui. Je ferai deux réflexions là-dessus, parce que c'est partout maintenant. Je ferai deux remarques là-dessus. C'est que d'abord, il y a beaucoup de boîtes à livres qui deviennent des poubelles, parce qu'on ne sait plus quoi faire de ces bouquins. Donc, on va les mettre et on y trouve n'importe quoi. Et quand vous y mettez des livres de qualité, moi j'ai une énorme bibliothèque, évidemment. Voilà. Je lis certains de mes livres, que comme tout le monde, j'ai trop de livres, et puis il y en a qui sont moins importants. Mais ils sont en bon état. Ils sont en bon état. Donc, je vais les mettre dans des boîtes à livres et je fais le test. Il y a des gens qui passent, qui viennent piquer les bouquins en bon état et qui vont les revendre chez les bouquinistes. Voilà. J'ai vu ça. C'est assez curieux. Il y a une bonne idée, il peut y avoir évidemment des effets de... Voilà. Il nous reste 2 minutes pour la dernière question. Merci pour la documentation. Comme bibliothécaire, je confirme qu'on se pose pas mal la question. Et que par rapport aux pratiques de lecture, c'est vrai qu'il y a une distinction entre revue et ouvrage. J'ai l'impression qu'entre les ouvrages, moi, qui s'achètent des ouvrages d'histoire pour la bibliothèque, je distingue ceux qui sont vraiment au niveau recherche et ceux qui sont plus enseignement. Il y a certains ouvrages niveau recherche, je préfère les acheter en ligne parce que je pense que les profs ont des consultés comme ça. Et en plus, il y a pas mal d'ouvrages collectifs de presse universitaire qui sont en PDF, les articles sont en PDF et limite, ça se rapproche de la revue. Et ça se rapproche de la lecture de la revue. Et pour en avoir discuté avec des étudiants, ils aiment bien avoir le manuel pour le lire parce que le manuel, ils aiment bien l'avoir physiquement, mais quand, pour picorer, ils aiment bien la documentation en ligne pour aller voir. Mais après, c'est vrai que dès que c'est de la recherche, j'ai l'impression que c'est plus la documentation. Oui, tout à fait. Les formats PDF et EPUB sont plus adaptés à la recherche. En fait, c'est plus comment je peux dire, plus pratique, en fait, quand vous n'êtes pas sur place, vous pouvez consulter et accéder quand même à ces documents. Voilà. Je sais pas si... Juste encore dire une petite chose pour revenir à ce que disait Étienne à propos de la lecture, des pratiques de lecture. On s'est beaucoup intéressé au numérique, si vous voulez, dans l'espace francophone. On a fait tous un travail là-dessus. Et puis je travaille aussi beaucoup en Belgique sur la question. Et en fait, il y a une bonne question, je pense, à se poser, c'est comment lit-on aujourd'hui? Alors, bon, moi, l'âge que j'ai, je lis, avec l'âge que j'ai, je lis comme j'ai toujours appris, je lis des livres de la première à la dernière ligne. Mais aujourd'hui, il y a une autre forme de lecture, qui est une lecture notamment sur smartphone, qui est une lecture verticale et qui est très différente. Hein. Dans le cadre du Pulen, où je travaille en Belgique, on a fait des rencontres sur pas un symposium, mais en tout cas des rencontres sur le texte-image, le rapport entre le texte et l'image. Et on a constaté que chez beaucoup de très jeunes lecteurs, on ne lit plus de manière, je dirais, linéaire comme on le fait. On lit par fragment, donc énormément. Il y a aussi la question de l'attention, si vous voulez. Et alors, on a mené une enquête, c'est la lecture sur écran. Hein, chez les jeunes, vous avez peut-être vu ces enquêtes-là, la moitié de ceux qui lisent sur écran font autre chose en même temps. Donc, ils répondent à leurs emails,
L'illustration, ouais. Oui, enfin, non, et je crois que cette question de pratique de lecture est une vraie question importante pour les années à venir. On ferait bien si voilà. Je trouve très intéressante en tout cas. Il peut m'arriver de manger, d'écouter de la musique, voire de répondre au téléphone pendant que je lis un livre physique. Hein. Je le confesse. Oui. Ça arrive à tous, hein. Mais votre livre physique ne peut pas bing quand un mail qui arrive. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ces échanges. Habituellement, on termine avec les actualités, les invités, les livres, etc. Nous, pour nous quatre, on va chacun d'entre nous rentrer chez nous très prochainement. Étienne, est-ce qu'on peut vous bien sûr, mais je crois qu'on peut vous réécouter pour reprendre cet après-midi À 8h30, où je serai modérateur justement d'une table ronde avec des auteurs et autrices des éditions de l'EHESS, campus de la CCI en bas, autour de la question de la ville en partage. Donc, vous êtes les bienvenus si ça vous intéresse. Merci à vous.